Allez, c'est parti. Alors, bienvenue Laurent, bienvenue Arnor. Merci beaucoup de prendre le temps entre nous après finalement le podcast qu'on avait fait. Est-il possible d'être rentier à 30 ans? On avait donné cet âge-là qui est un peu l'âge clé et qu'on entend pas mal dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai la chance de pouvoir finalement vous avoir ici dans ce podcast, on va dire, qui est enregistré, pour que vous puissiez un petit peu vous présenter et finalement nous donner, c'est quoi les différents trucs et astuces que vous pouvez encore donner aujourd'hui pour essayer d'aller chercher d'être rentier. Peut-être pas à 30 ans, mais peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est ce que moi j'ai nuancé. Donc, si on peut commencer par toi, Arnor, est-ce que tu peux nous dire finalement qui tu es, un petit peu ton parcours en quelques mots? Bien sûr, avec plaisir. Merci en tout cas pour l'invitation, John. Content de t'avoir, Laurent. C'est cool de t'avoir dans Avec cette plaisir. discussion. Je pense que ça va être assez sympathique aujourd'hui. Donc moi, c'est Arnor. Donc moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Nous, on accompagne les Belges principalement à générer des revenus de l'immobilier locatif. Donc moi, c'est mon dada parce que moi, j'ai toujours rêvé de jouer au Monopoly quand j'étais petit. Hmm. J'ai toujours eu envie de me trimballer dans les rues et de me dire, ah ben regarde, ça c'est un bien que j'ai acheté, c'est un bien que j'ai acheté. Mais au-delà de ça, j'ai toujours rêvé d'une vie libre. Et donc voilà, j'avais compris assez rapidement que le mécanisme de l'immobilier pouvait me permettre d'avoir la vie de mes rêves. Et donc voilà, nous depuis 3 ans maintenant, on fait de l'accompagnement. Voilà, mais à part ça, sinon, moi j'ai un passé de sportif professionnel. Il faut savoir que j'ai joué au football, j'ai kiffé ma life en tant que joueur de football, c'était extraordinaire. Puis je me suis cassé le genou et le médecin m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, ah non, faudra peut-être penser à faire autre chose. Et à ce moment-là, je savais que de taper dans le ballon, donc je me suis dit, ok, ça va être compliqué cette histoire. Et donc voilà, une chose que je savais faire, c'était m'entraîner. Donc j'ai commencé à entraîner des autres personnes chez Basic Fit. Et puis en fait, cette vie-là, elle me plaisait pas tellement. Travailler toute la journée dans une salle de sport, à prendre soin des autres alors que j'avais envie de prendre soin de moi et de ma famille, c'était pas top. Et du coup, ben, je me suis dit, ok, on va faire autre chose. Et du coup, effectivement, en parallèle, je développais mon parc immobilier. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai un parc immobilier qui fait un peu plus de 4 millions d'euros. Je vis principalement de l'immobilier, mais également de mes activités d'accompagnateur dans l'investissement immobilier. Donc voilà, en quelques mots, c'est qui je suis. Merci Arnor, merci beaucoup. Laurent, toi, en quelques mots? Alors moi, donc Laurent Schmitz, donc merci aussi de m'accueillir dans ce call. Moi, j'investis maintenant depuis 11 ans, donc je fais de l'investissement immobilier un peu à toutes les échelles, que ce soit des petites maisons, des immeubles. Euh, à l'étranger maintenant, j'ai acheté sur 3 continents. Et l'idée est venue par la suite un petit peu de faire du coaching immobilier parce que au début, j'ai aidé mes cousins, puis ça a été les amis de mes cousins, puis c'était la boulangère des amis de mes cousins et tout ça. Donc, ça fait maintenant depuis 2019 qu'il y a eu de l'accompagnement à travers des séminaires, à travers des formations. J'ai eu l'occasion également d'avoir mon émission télé qui s'appelait Le Maguimo sur LN24 où on parlait que d'immobilier. On accueillait que des investisseurs et des professionnels, donc c'est super passionnant. Et alors, j'ai lancé également une académie avec un associé Gauthier, qui est un ancien participant immobilier. On a lancé donc IMO Academy. Et là, on accompagne tous ceux qui souhaitent devenir libres. Et c'est un peu, je pense, le sujet d'aujourd'hui, Ouais. euh, à travers l'immobilier. Et là, on aborde toutes les facettes de l'immobilier. Comment investir en privé, en société, en colocation, en Airbnb. On parle également d'investissement à l'étranger. Et l'idée, c'était d'apporter une multitude d'informations pour ceux qui s'intéressent à ça, pour avoir tout le bagage nécessaire pour pouvoir devenir libre financièrement. Ok, nickel. Et ici, juste pour rappeler aux auditeurs, vous avez quel âge tous les deux? Moi, 34. 33. 23. Désolé Arnor, j'étais obligé de te poser la question pour que les gens, pour que tu te dévoiles ton âge. Pas de Ok, souci. 34. Je me suis pas rasé aujourd'hui, hein. C'était pour faire plus Normalement, âgé. je look plus jeune, hein. Pareil, je ne suis pas rasé non plus, mais je n'ai pas de poils. Mais- Ouais. ok, et ici vous avez parlé, donc Laurent, tu investis sur plusieurs continents, tu as dit là-dessus. On va se Ouais. focaliser sur la Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter le podcast, nous, avec Ken, on a un petit peu décrit le fait que c'est très compliqué d'être entier. Alors, c'est un peu quelque chose qu'on fait rêver les gens à dire, mais voilà, vous pouvez être entier. Alors, je suis certain que vous coachez bien les gens et on va en parler maintenant. C'est l'idée de pouvoir apporter des bons conseils parce que déjà, la première chose, c'est que les gens fassent quelque chose. C'est trop, finalement, les gens sont très fainéants ou en tout cas ont peur de passer à l'acte et c'est ça qui va faire déjà le déclencheur. Donc, je pense que vous les motivez très, très bien. Maintenant, avec ce qui se passe actuellement, c'est quoi les conseils? Si vous deviez maintenant un peu aussi résumer les conseils que vous pourriez donner aujourd'hui pour investir. Et puis, on va parler de la situation dans le passé et la situation actuelle. Est-ce qu'elle reste la même par rapport au taux, finalement, qui est un peu le nerf de la guerre
aussi aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, peut-être Arnaud, là-dessus. C'est quoi, Arnaud, toi, ton conseil? Tu mises plutôt sur l'achat à la garde, on met en location, location traditionnelle? Ouais, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je suis bon là-dedans, hein. Donc oui, moi, je conseille de faire ça. Après, pour moi, John, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il y a plus un problème de conscientisation avant de commencer à vouloir faire de l'immobilier ou même quelque chose, que ce soit un autre pilier de l'investissement ou de l'enrichissement. C'est juste une question de conscience. Nous, on reçoit des centaines de personnes chaque semaine en appel qui veulent avancer vers leur indépendance financière, mais en fait, qui ont un cerveau qui est complètement au sol au niveau Ouais, c'est ça. conscientisation. Et nous, en fait, je dirais que, et je pense que Laurent, il va me rejoindre là-dessus, que nous, en fait, on est là en top of funnel, surtout pour conscientiser les gens que, guys, si vous avez envie de travailler pour un patron de 25 à 67 ans pour 2 000 € par mois, good. Si vous êtes heureux là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous avez envie d'une vie différente, ben, il faut vous bouger les couilles. Et nous, on est là juste pour vous bouger les couilles. C'est juste, ça, pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Donc, on peut rentrer dans la technicité de l'investissement immobilier avec grand plaisir. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante. Et si les personnes écoutent ce podcast-là, c'est juste, guys, si vous voulez d'autres résultats que ceux que je viens de dire, que la société actuelle nous propose, mais juste faites quelque chose d'un peu différent. C'est aussi simple que ça. Et l'immobilier est un vecteur qui nous permet de le faire comme d'autres vecteurs, qui est le business ou d'autres choses. Ok, donc, Ouais, je rejoins exactement, Ouais. effectivement ce que dit Arnaud. La première chose qui fait que dans les participants qu'on accompagne et quand on parle souvent là de devenir rentier à 30 ans, voilà, ça en fait rêver beaucoup. Mais très paradoxalement, quand moi je partage beaucoup mon expérience. Moi, je suis rentier maintenant depuis 4 ans, donc j'ai réussi à arriver, on pourra en parler plus tard, mais à atteindre la liberté financière donc à 30 ans. C'est un target que je m'étais fixé à 20 ans et j'ai commencé à 22 ans. Mais c'est clair que j'y suis arrivé parce que j'avais envie d'y arriver. À l'époque, c'est un peu plus compliqué que maintenant, hein, paradoxalement. Mais c'est clair que si l'envie n'est pas là, si on ne se relève pas les manches et si on ne fait pas beaucoup plus que les autres, on n'y arrive pas. Et ça, c'est, je pense, un premier conseil qu'on pourrait donner aux gens, c'est déjà de croire en soi et de réellement se bouger clairement et pas un peu plus que les autres, mais 1000 fois plus que les autres. Effectivement, on a souvent des gens qui viennent dire, mais moi, j'aimerais bien être rentier. Et puis quand voilà, on creuse un peu, voir qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu as déjà fait, c'est ouais, non, déjà là, mon 38 heures semaine, c'est déjà trop. J'aimerais bien travailler que 15 heures par semaine, mais aller chercher 4 000 € par mois. Donc déjà là, il y a un premier problème, c'est le manque d'énergie que certains ont à vouloir, entre guillemets, la liberté financière, à devenir par exemple rentier. Et à côté de ça, par contre, de faire un mi-temps comme si tu étais dans un sable magasin, quoi. c'est ce que c'est ce que je dis souvent aussi aux gens qui m'entourent, le côté cohérence. Tu as envie de perdre du poids, mais il faut aller à la salle de sport. Tu as envie de gagner de l'argent, il faut finalement se bouger, salle de sport et manger sainement, évidemment. Arnaud, tu vas évidemment me rajouter ça. Donc, c'est les deux choses. Évidemment, quand tu veux gagner ta vie autrement ou avec l'immobilier, il faut déjà, première chose, premier step, comme vous le dites, se bouger. Ensuite, je pense qu'en fonction de se bouger, il faut aller dans la bonne direction parce que des gens qui courent sur place, il y en a quand même pas mal, hein, donc qui n'avancent pas parce qu'ils font beaucoup de pas. Ils donnent beaucoup d'énergie à ne pas aller dans la bonne direction. Ça, c'est donc la deuxième étape aujourd'hui quand vous les conseillez. Aujourd'hui, vous les conseillez à trouver des biens immobiliers sur Bruxelles, Liège, partout en Belgique. Arnaud, toi, tu parles de toute la Belgique. Je suppose que c'est la partie francophone. Tu ne fais pas encore en un. Ouais, ouais, bien sûr, toute la partie francophone. Et oui, il y a des opportunités partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, mais non, mais Bruxelles, on peut plus faire d'opérations rentables. Mais si on peut faire des opérations rentables, c'est juste qu'il faut être un investisseur aguerri. Et les mécanismes d'enrichissement sur le marché bruxellois sont peut-être différents que d'un autre marché. Quand on voit que le marché bruxellois, il prend 30% de plus-value tous les 10 ans, qu'un marché, par exemple, plutôt wallon, on va prendre 24%. Mais si on calcule la plus-value latente du bien dans un calcul de rentabilité, oui, le marché bruxellois peut rester intéressant. C'est juste une question de point de vue. Mais oui, toute la francophonie est intéressante. Il y a plein de marchés super chouettes. Ok, Laurent, tu partages ce point de vue là par rapport aux achats. Toi, tu es plutôt sur Liège, hein, si je me trompe pas, au niveau des Alors, achats. c'est ça. Moi, je suis principalement sur Liège, donc je suis pas du tout sur Bruxelles. Les capitales, ça m'a jamais réellement attiré parce qu'il y avait plus difficilement une rentabilité immédiate. Alors c'est clair, ça va prendre de la valeur chaque année, mais ça va pas du tout t'enrichir immédiatement. Le cash flow souvent est négatif. Et pour ceux qui cherchent une liberté, on la cherche pas dans 25 ans, on la cherche tout de Rapidement, c'est suite. sûr. Voilà. Et c'est vrai que donc moi, je suis liégeois, donc ça c'est un gros avantage que je peux avoir, c'est que je connais très très bien ma ville. On va dire 90% de mon parc immobilier est à Liège.
dans Liège centre et également en périphérie. Mais c'est clair que quand j'entends des fois certains Bruxellois qui m'annoncent qu'ils ont acheté un bel appartement, 2 chambres avec une petite terrasse à 350 000 €, je dis OK, moi pour le même prix, je me suis acheté un immeuble de 5 appartements avec terrasse et jardin. Donc voilà, ça me fait des fois un petit peu sourire, mais c'est clair qu'on ne parle pas du tout des mêmes marchés. Mais j'ai envie de dire, si tu préfères acheter à Bruxelles, achète à Bruxelles plutôt que de ne pas acheter à Liège. Donc ça, c'est clair, même si la rentabilité, certes, va être différente, l'objectif premier, c'est de passer à l'action, quoi. Ok, passer à l'action, donc on la répète. Premier step. Deuxième step, on cherche un bon bien. Et là, donc vous, je suppose, dans vos différents programmes, puisque vous êtes tous les deux coach avec pas mal d'élèves, l'idée, c'est de pouvoir donner des trucs et astuces, des automatismes, un process pour finalement vos élèves à aller chercher une bonne opportunité. C'est bien ça? Je me trompe pas, je résume à peu près correctement là-dessus. Ensuite, c'est quoi? Vous cherchez, si vous devez donner les conseils aujourd'hui, dans les premiers biens qu'un client lambda un élève lambda va aller chez vous, c'est quoi? C'est une location traditionnelle? Est-ce qu'on va vers l'Airbnb? Est-ce qu'on va vers la colocation? On entend beaucoup parler de ça. Quels sont aujourd'hui finalement les conseils, la direction à prendre si vous voulez arriver vite avec un élève qui se donne les moyens d'obtenir des résultats? On parle effectivement pour l'instant beaucoup d'Airbnb, de colocation. Maintenant, moi, je pense que c'est un marché qui est assez fragile, ou en tout cas qui va le devenir de plus en plus, parce que mine de rien, l'État commence à réguler de plus en plus, à mettre des nouvelles conditions, à mettre des permis pour certaines choses. Donc, ça devient vraiment très compliqué d'avoir tout qui est au vert, on va dire, par rapport à ça. Mais c'est clair que c'est plus rentable d'investir à l'heure actuelle dans une colocation, mais uniquement si ta colocation est louée. Si demain, tu achètes un bien, quelqu'un qui va commencer avec peu de fonds propres, il vaut mieux des fois acheter un petit studio qu'aller chercher la belle colocation 2, voire 3, voire 4 chambres dans certains cas, qui ne va pas se louer. Il vaut mieux acheter tout de suite quelque chose qui est peut-être plus petit, en location classique, un studio, un appartement, une chambre, que directement faire comme tous les investisseurs font pour l'instant, dire je veux absolument une colocation 4 chambres bien située, parce que là, le marché est assez tendu. Et surtout qu'on s'est rendu compte, là, alors je sais pas, Arnaud, c'est pareil de ton côté, moi j'ai plein d'investisseurs qui sont à Liège, à Namur et à Mons, Charleroi, qui me disent qu'ils ont plusieurs colocations où ils ont dû redescendre les prix de la location et certaines locations ne sont même pas louées. Donc, c'est finalement une rentabilité nulle, voire même très, très compliquée. Donc, si le premier investissement, c'est une colocation qui n'est pas louée, ton crédit hypothécaire, il va quand même falloir le sortir, quoi. Ouais. Arnaud, réaction par rapport à ça? Ouais, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, moi, mon avis, guys, c'est que la plupart des gens, ils se focus sur le end of funnel, c'est-à-dire, on va faire une Airbnb, une coloc, mais en fait, pour moi, la rentabilité, elle se trouve à la source du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des personnes qui veulent de notre aide, à moi, Laurent et les autres personnes qui sont sur le marché, ils viennent, ils ont été faire toc-toc à la BNP, la BNP leur dit, il faut déposer 30 000 € sur la table, et ils font leur crédit comme ça. Alors qu'aujourd'hui, si tu travailles juste ne fût-ce que sur ton dossier bancaire d'une manière complètement optimale et que tu comprends comment utiliser les leviers bancaires, déjà, en fait, tu gagnes de l'argent à la source, c'est-à-dire au crédit. Et puis, la même chose pour l'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas sur le marché et que tu vas sur ImoWeb et que tu trouves tes biens sur ImoWeb comme tout le monde, mais en fait, tu ne fais pas une opération rentable. Parce que pour moi, une opération rentable, c'est aussi le fait d'acheter un bien qui va être complètement sous-évalué. Et comment est-ce que tu achètes un bien sous-évalué? Tu dois avoir la compétence pour le faire. Tu dois avoir la compétence pour le trouver. Donc après, c'est vrai, oui, Airbnb, colocation, il y a plein de choses à faire derrière. Mais pour moi, en fait, ça rentre en fait vraiment dans un espèce de scoop très général, tu vois. Moi, c'est ma vision, en tout cas, que j'essaye d'impacter mes clients. C'est vraiment d'avoir une vision générale de comment est-ce que tu optimises tous les piliers de l'investissement qui fait qu'à la fin, tu as de la rentabilité, mais pas seulement sur le mode d'exploitation. Et aujourd'hui, est-ce que tu vérifies finalement ce que tes élèves, je peux les appeler tes élèves d'une certaine manière? Je les appelle plutôt membres, je sais pas, élèves, c'est les profs, j'ai jamais aimé les profs. Parfait, aucun problème. C'est pareil, moi. Je n'appelle pas élève, j'appelle participant parce que je n'aime pas le secteur participant ou membre. Et finalement, quand il y a ces membres-là, aujourd'hui, tu leur donnes ces techniques pour pouvoir trouver des biens. On va pas tout divulguer ici. Il faut quand même que vous puissiez gagner votre vie sur le fait que… Moi, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci à donner. Ok, mais finalement, par rapport à ces membres-là qui sont chez toi, est-ce que tu vérifies ce qu'ils achètent? Bien sûr. Donc, nous, dans notre écosystème, on a une personne qui est payée uniquement pour vérifier ce que font les clients. Okay. Donc, il y a une personne, c'est son job. On a un CRM et il voit où tous nos clients sont. Il dit, OK, par exemple, Jonathan, il est dans la recherche immobilière. Où t'en es, Jonathan? Il va te suivre toutes les semaines, rien qu'en te posant les questions sur ton projet, et il va vérifier toutes ces choses avec toi. Et évidemment, on a aujourd'hui 4 coachs dans l'écosystème chez moi.
qui sont disponibles, parce que moi, je peux pas être au four et au moulin, évidemment, qui font de sorte que, après, on n'est pas des magiciens, hein, guys, je veux dire, on est des humains, quoi. Ça veut dire que parfois, effectivement, il y a des clients, on n'arrive peut-être pas à vérifier tout, mais dans la mesure du possible, on a créé un écosystème qui fait qu'on arrive à, dans la majorité des cas, à observer ce qu'ils achètent, à comment est-ce qu'ils font leur crédit, à comment est-ce qu'ils gèrent leur bien immobilier, à comment est-ce qu'ils louent leur bien immobilier. On essaye, en tout cas. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des échecs justement de membres, de participants, de par leur faute ou finalement aussi de votre côté, votre expertise qui pourrait passer à côté? Je m'explique en 2 mots. Donc moi ici, j'ai ici une connaissance qui est marchand de biens, qui achète énormément de biens avec le relais avec Winvest et il est très prudent évidemment au niveau de l'achat et il y a 2-3 fois où ça peut partir d'une direction ou dans une autre. Vous pouvez pas toujours le maîtriser. Les taux augmentés, finalement des travaux qui sont plus importants. Au niveau de cette responsabilité, je suppose que vous quand même devez avoir un petit peu des retours de flamme sur certains certains membres ou participants qui pourraient potentiellement finalement vous faire une mauvaise pub. Comment vous gérez ça? De mon côté, je sais pas toi, Arnaud, moi j'ai jamais eu de clients, enfin de participants pas contents, loin de là. Et alors j'ai une fois dans tous mes participants, donc avant j'avais un taux de réussite de 100%, donc entre les gens commençaient dans l'accompagnement jusque aux actes, dans le coaching, dans le temps du coaching, donc c'était sur un an, devenaient propriétaires. Il y a juste un couple qui avait fait offre, qui finalement s'est retiré. Ouais. Et je n'ai jamais eu autant d'éloges positives. Parce qu'ils m'ont dit, bah, écoute, merci, en fait, tu nous as, à travers le coaching, expliqué, tu as été transparente et que ça n'allait pas être simple, que le budget de travaux allait être plus élevé que ce que l'entrepreneur nous avait figé. Tu nous as fait tous les conseils, entre guillemets, que je leur ai donnés pour dire, attention, certes, vous achetez, là, en l'occurrence, c'était 2 appartements à Spa, mais ça va pas être facile. Ben, finalement, ils se sont retirés de la vente en se disant, ben, la meilleure chose qu'on a fait, en fait, dans l'accompagnement, c'est de se rendre compte que ce n'était pas fait pour nous. Donc, il n'y a jamais eu de mon côté d'échec. Il n'y a jamais un qui a acheté quelque chose qui n'était pas rentable ou qui n'a pas su louer ou le budget de travaux a été explosé parce que je suis ultra prudent par rapport à ça. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait beaucoup de travaux moi-même quand j'ai commencé plus jeune. Mais jamais eu d'échec où un participant m'a dit ouais, j'ai acheté un truc que j'aurais jamais dû, c'est ta faute. De mon côté, c'est jamais arrivé. C'est vrai qu'il y a, sur la dernière phase du programme c'est-à-dire la phase d'être propriétaire et d'avoir un bien qui est loué, etc. C'est très très rare en effet qu'il y ait des personnes qui se retrouvent avec des biens qui sont pas du tout rentables, parce que sinon on serait au chômage. Par contre, il y a plein d'embûches sur le trajet, quoi. Franchement, par exemple, j'ai une cliente, elle a travaillé avec un de nos coachs. Un de nos coachs n'a pas forcément bien fait le travail, donc on a dû le backup sur, par exemple, le calcul de sa capacité d'emprunt, etc. Donc il y a des embûches qui arrivent, c'est sûr. Et il y a des clients parfois qui veulent mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, qui veulent aller faire de la recherche avant d'avoir validé leur plan d'investissement, etc. Et donc, ça peut arriver qu'ils veulent aller un peu trop vite ou que nous, on n'est peut-être pas disponible à 200% sur certaines choses. Donc oui, il y a des embûches. Mais derrière, sur le fait qu'ils ont un bien, c'est effectivement, j'ai pas en tête ici une personne, je réfléchis comme ça à chaud, qui a acheté un bien qui n'était pas rentable. Ça, c'est effectivement. Mais il y a plein d'embûches, quoi. Il y a plein d'embûches. Ouais. Maintenant, je vais un petit peu essayer de vous secouer sur ce qui est le message que vous, potentiellement, que les coachs, je ne vais pas dire que vous, que les coachs pourraient véhiculer au niveau de l'immobilier. C'est cette capacité finalement à acheter un bien, un second bien, un troisième bien, un quatrième bien, et comme si finalement ça pouvait faire effet boule de neige et qu'on pouvait acheter une dizaine de biens en commençant d'un salaire de 2000 euros et qu'on va pouvoir cumuler ça très rapidement. C'est en tout cas le message qui est fortement véhiculé. Le retour qu'on a eu de certains de nos followers, c'était oui, on a l'impression que c'est tellement facile qu'on suit le programme et qu'on va pouvoir accumuler. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un message qui est véhiculé de votre part, que vous pouvez aussi prouver et finalement dire, bah oui, c'est totalement possible. Moi qui est personnellement dans l'immobilier depuis plus de 10 ans, je trouve ça très difficile, pour pas dire impossible, de pouvoir faire autant de culbutes tout de suite sans avoir des hauts revenus. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Laurent, tu veux intervenir ou je démarre? Ouais, pareil. Alors, tu le disais, donc c'est pas simple. Et c'est ça, je pense, le premier point qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, ce que j'aime bien dire souvent, et d'ailleurs, c'était le titre de mon premier séminaire, c'est l'immobilier accessible à tous. Moi, à travers le coaching, Imo Academy maintenant, qui prend beaucoup plus d'ampleur que le coaching. Donc, moi, je me suis un petit peu retiré du coaching en one-to-one. Mais c'est clair que la force
qui va amener à ce que ça se concrétise. Ça va être le temps et ce que la personne va y consacrer. Mais c'est clair qu'il va falloir faire beaucoup plus, je le disais tout à l'heure au début d'interview, que les autres. Beaucoup travailler. Ça va être possible. Alors, enchaîner tous les ans, acheter un bien, ça me semble irréaliste parce que entre le bien 1 et le bien 2, il y a rarement si peu de temps, sauf si tu as beaucoup de fonds propres et beaucoup d'argent. Par contre, rien ne te dit que tu dois le faire en 3 ans. Moi, j'ai souvent une carrière complète, si tu veux arriver dans une certaine liberté financière, ça va se faire entre 7 et 10 ans si tu as des revenus modestes et que tu as déjà des fonds propres, je veux dire entre 30 et 50 000 euros. Si à l'heure actuelle, tu as 4 000 euros de côté, c'est clair qu'on va peut-être pas être sur 10 ans, mais peut-être sur 15 ou 20. À voir un petit peu comment tu arrives à t'accompagner, à t'entourer de personnes peut-être qui te prêteront de l'argent pour des premiers deals. Mais je reste convaincu, malgré les taux actuels, qu'une personne qui va travailler, allez, je veux dire les 3-4 premières années dans son projet immobilier, une trentaine d'heures en plus de ses heures de travail, donc ça fait déjà quelque chose de beaucoup, peut très très vite accumuler entre 10 et 15 biens sur 10 ans. Tu parles d'Aliège. Donc, à Liège. Et ça, donc, ça dépend. À Liège, ou en tout cas, sur dans des villes plus accessibles. Je pense à Liège, je pense également à Charleroi, Mons et même Namur, qui reste quand même assez cher pour la Wallonie, mais où il y a encore moins de faire des affaires. C'est clair qu'avoir 15 appartements à 340 000 euros de chambre avec terrasse à Bruxelles, quand on a 30 000 euros de côté, honnêtement, non, la personne qui dit ça, c'est un... Laurent, tu dis ici l'indépendance financière, 10 ans, on va dire pour faire simple, mais alors tu parles du fait de pouvoir remplacer un salaire. De pouvoir remplacer son salaire et de le multiplier par 2. Donc, une personne qui va gagner plus ou moins 2 000, 2 500 euros par mois, si elle travaille bien sur 10 ans d'investissement immobilier en ne lâchant rien et en faisant des bons investissements, moi, je pense que cette personne-là peut arriver avec un revenu mensuel de 5 000 euros net par mois. Ok. Arnaud, toi, j'ai vu quelques publicités à toi là-dessus. Je te vois plus agressif dans le discours sur le fait de pouvoir faire une culbute plus rapidement avec des montants plus élevés. Si je ne me trompe pas, est-ce que toi, par rapport à ça, justement, tu n'es pas d'accord avec Laurent? J'ai toujours aimé les culbutes et la gymnastique à l'école. C'était mon cours préféré, hein. Et pour répondre à cette question, en fait, moi aujourd'hui, je fais 3 acquisitions. Et je dis pas le meilleur. Je pense que Laurent est un meilleur investisseur que moi. Je le pense fondamentalement. Mais aujourd'hui, je fais 3 acquisitions. Et je pense que enchaîner les acquisitions dépend de quoi, selon moi. Je vais vous donner un exemple concret. Je travaillais hier avec un de nos clients qui s'appelle Simon. Avec Simon, on a mappé un enchaînement de 5 acquisitions où il achète tous les ans une acquisition. Complètement faisable. Pourquoi? Je vous explique. Il a 3 biens déjà. Il a un qui est payé, un où il a remboursé 200 000 euros de capitaux, un sur lequel il a remboursé 75 000 euros de capitaux. Et il a 35 000 euros de cash. Mais dans cette situation, oui, il peut enchaîner. Oui, bien sûr. Mais Bien sûr. s'il a déjà un bien qui est pas la norme, mais c'est possible. Voilà, s'il a déjà un bien à lui, un autre qui a 200 000 euros de libre d'hypothèque et l'autre 75 000 euros, évidemment. Mais si quelqu'un aujourd'hui doit commencer un employé, je vais dire lambda, on essaie de se comprendre, hein, c'est pas péjoratif, c'est plutôt... un employé lambda, je veux dire un employé lambda, John, il vient, il gagne 2 000, 2 500 euros, il a 30 000 euros, il veut acheter de l'immobilier. Mais quels sont tes leviers alors? Tu lui poses. Ok, tu as 35 000 euros d'économie. Est-ce que tu as une affectation hypothécaire possible chez un proche? Oui, non. Si tu n'en as pas et que ton seul levier, effectivement, c'est ton économie, non, tu peux danser sur ta tête. On n'est pas des magiciens. Laurent, moi et les autres, on n'est pas des magiciens. Tu vas pas enchaîner les achats immobiliers. Mais par contre, nous, on peut te faire comprendre quels sont les leviers qui peuvent te permettre d'enchaîner. Et à toi de voir si tu peux les créer par rapport à ta situation. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'il y avait des clients, ils avaient qu'un levier qui était uniquement le cash. Et on allait les aider à défendre leur situation auprès de leurs parents qui mettaient un bien en hypothèque pour eux, qui nous permettrait de mettre un peu de gaz dans la machine, ce qui nous permet de faire au moins 1 ou 2, voire 3 acquisitions. Parce qu'en fait, pour moi, si on arrive à mettre du gaz dans la machine dans les 3 premières années, ce qui se passe, c'est qu'après, on va récupérer les garanties des années antécédentes. Pourquoi? Surtout si on achète bien. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, si vous achetez vos biens sous-évalués, c'est là que vous le faites. Parce que si à l'année 1, tu achètes un bien qui est sous-évalué à 20 à 30 000 euros, par exemple, ce qui est complètement faisable, moi je le fais et des membres le font. Et pourtant, on n'est pas les meilleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'année 3, si tu arrivais à faire 2 acquisitions à l'année 3, quand tu veux faire l'année 3, tu récupères la garantie de l'année 1 parce que tu as acheté un bien sous-évalué, plus tu récupères de l'épargne, plus tu récupères de la plus-value latente. Et là, tu peux recommencer. Même si tu fais un projet peut-être qui n'est pas à 300 000 euros, mais un projet qui est à 100 000 euros, tu fais bouger ton argent et tu continues d'utiliser les leviers bancaires. Pour moi, c'est une question de mouvement. C'est comme dans la vie et dans le business. Si tu n'es pas en mouvement et si tu n'arrives pas à acheter une fois tous les ans,
mais tu es toujours la même personne que l'année passée. Donc, pour moi, c'est un concept qui est vital. Et aujourd'hui, vous avez déjà, enfin, Laurent, tu as commencé un peu plus tôt, hein. Arnor, c'est il y a 2-3 ans? Moi, ça fait 3 ans que je fais de l'accompagnement, ça fait 12 ans que j'investis. Ok, donc déjà depuis aussi donc une bonne dizaine d'années aussi pour tous les deux. Est-ce que vous avez déjà finalement des membres ou des participants qui ont pu arriver à finalement quitter leur boulot par rapport à ce que quand ils sont rentrés chez vous et vivre de l'immobilier totalement? Moi, j'ai une personne, ouais, Une Ouais. personne pour toi, Laurent? Ouais. avec Non, 27 000 € de fonds propres Ok. au ouais. départ. Moi, j'ai plus d'une dizaine de personnes. Plus d'une dizaine de personnes qui ont fait ça. Plus d'une dizaine de personnes, ouais, qui ont quitté leur job, qui vivent de l'immobilier. Mais l'accompagnement, tu l'as commencé il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et donc en Ouais. moins de 3 ans, il y a des gens qui ont finalement, Ouais, bien sûr. parce Bien qu'ils sûr. avaient, mais pas le client Parce qu'ils lambda, avaient peut-être des situations un peu plus un peu plus privilégiées que les privilégié. personnes lambda, ouais. Ok. Ouais, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai insisté sur le 27 000 € d'apport propre, parce Ouais, que ouais. c'était le coût de départ, c'était 27 000. C'est Ouais. clair que si c'était 2, 3, 400 000, on Mm. ne parlerait pas de la même chose. Ouais, c'est clair. Mm. Ok. Et finalement aujourd'hui, donc est-ce que Laurent, Arnor, je trouve qu'il pousse beaucoup sur le côté de bien sous-évaluer, qui finalement Mhm. pour moi clairement le nerf de la guerre aussi sur pas mal de choses. Tu partages cet avis-là sur le bien sous-évaluer et finalement après. Euh, alors, la bonne affaire, on l'a fait souvent et on aime à le dire à l'achat. Donc oui, de là à dire qu'il est sous-évalué, bah, si on est seul dessus, il n'est pas forcément sous-évalué, c'est qu'on l'a vraiment plutôt bien négocié. Mhm. Et c'est clair que là, je rejoins, ça va pas être le bien qu'on va trouver sur ImmoWeb, c'est pas le bien qu'on va forcément trouver dans des agences immobilières, parce que souvent elles font bien leur travail, elles tapent juste. Maintenant, il y a plein d'autres façons de trouver des biens bien en dessous du prix du marché. Mais encore une fois, il faut bosser, il faut faire plus que les autres. Et c'est clair que quand on tombe sur le bien qui appartient à une petite mamie, moi j'ai eu le cas, une dame qui avait, je sais pas, 84 ans, qui ne s'occupait plus de son bien, et j'en ai entendu par le bouche à oreille, j'ai été la trouver, j'ai voulu l'acheter. Et quand elle m'a annoncé le prix, je me suis dit, waouh, est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle vend? Et en fait, je lui ai dit, écoutez, je pense que vous pouvez en tirer un peu plus, parce que limite là, il y a cette conscience quand même morale de dire, je vais pas non plus arnaquer cette mamie. Elle me dit, non, moi ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tu donnes une deuxième jeunesse, parce que c'est là-dedans dans cette maison-là que j'ai élevé mes enfants. Alors là, effectivement, le prix, certes, moi j'étais tout fou, parce que je me dis, ouais, je fais une super affaire. Et en fait, j'ai eu derrière le côté un peu plus social de me dire, même cette dame-là, en fait, elle a l'impression de donner une deuxième jeunesse à sa maison, et elle l'a vu fini, elle était super contente. Et c'est clair qu'entre les deux, il y avait 80 000 € de différence en plus-value après travaux. Ok, ouais, donc ça faisait un gros delta. Et c'est une toute petite maison d'une chambre qui faisait moins de 60 mètres carrés. Donc, c'était vraiment un tout petit projet. La plus-value qui a été faite derrière était assez incroyable, que j'ai réutilisé d'ailleurs derrière pour acheter une autre maison plus grande. Ok, et c'est bien off-market, sous-évalué, un peu, il y a un peu de ces deux discours-là. Arnor, trucs et astuces pour pouvoir les trouver en 2 mots sans dévoiler toute la secret sauce? Non, mais je peux tout dévoiler. En plus, je fais un séminaire le 18 février, donc ceux qui sont chauds à venir, je vais la dévoiler de manière encore plus concrète. Mais pour moi, en fait, c'est une phase en 4 étapes, et je vous rassure, tout le monde peut le faire, hein. Je suis pas le plus malin, le plus intelligent. Je le dis souvent. La première étape, c'est ce que j'appelle la recherche broad, c'est-à-dire que pour comprendre son marché, il faut devenir maître de son marché. Donc déjà, émettre une analyse sur le marché pour avoir de la compréhension. La deuxième étape que moi je réalise et mes membres, c'est ce que j'appelle la recherche deep, là où on va aller réaliser une recherche qui est beaucoup plus ciblée. Et après ça, dès qu'on sait ce qui est rentable sur le marché, évidemment, il faut avoir les compétences pour ça, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on rentre dans la vraie phase. La vraie phase qui est, pour moi, qu'est-ce que je fais? Et mes membres, qu'est-ce qu'on fait? On liste les agences immobilières les plus dynamiques sur le marché par rapport à la typologie de biens. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en contact avec ces personnes-là, avec les personnes de l'agence, le patron de l'agence, qui sont les plus dynamiques, ceux qui rendent plus le mandat, et c'est mes meilleurs amis. You are my best friend. Et tu vas m'apporter des opérations parce que tu es mon meilleur ami. Et c'est uniquement ça. Mais c'est une question d'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens, ils viennent payer notre programme d'accompagnement parce qu'eux, ils n'ont pas l'énergie ni les ressources pour le faire. Et nous, on leur trouve des biens parce qu'on met l'énergie à faire ça. Parce que c'est notre métier. Je vais te poser une question un petit peu délicate, étant donné que j'ai les deux casquettes. Donc, l'idée, c'est pour toi qui te rapporte des biens sous-évalués. D'accord? Puisque c'est une bonne opération. Dans mes agences immobilières, hein, puisque là-dessus, on est beaucoup, un agent immobilier, quand il est consulté, il est censé apporter le meilleur conseil, et surtout au niveau prix. Et donc, avoir autant de biens sous-évalués, que les agents immobiliers puissent apporter autant ça, c'est finalement
pas des très bons agents immobiliers, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, parce qu'ils devraient conseiller. Alors, ça peut arriver une ou deux fois qu'il y ait une situation d'urgence et les gens doivent pouvoir finalement sortir le bien assez rapidement, mais d'avoir autant, je suppose que vous avez tous les deux pas mal de participants membres, j'allais dire élèves encore une fois, mais participants et membres, c'est finalement, est-ce que les gens font bien leur boulot et est-ce que quand vous devez revendre, tu fais appel à ces gens-là aussi? Parce que ça peut être plus dangereux. Mais déjà, nous, on vend pas. Nous, on vend pas. Nous, on garde les biens. Parce que moi, je peux faire du Monopoly. Donc, déjà, nous, on vend pas les biens. Donc là, la question, elle se pose pas, John. Et ensuite, oui, c'est vrai que la plupart des agents immobiliers sont du côté du vendeur. Mais nous, justement, en créant une relation et un lien fort avec eux, un agent immobilier, au final, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, hein, ça, c'est ma vision. Et après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais moi, pour moi, un agent immobilier, il veut prendre une commissionnement entre quelqu'un qui veut acheter et quelqu'un qui veut vendre. Donc, le gars, si en un claquement de doigts, il peut prendre 3%, il est content. Il va préférer en un claquement de doigts prendre 10 000 euros que pendant 3 à 6 mois avoir un dossier sur lequel il va faire 10 000 euros. Donc moi, je lui fais gagner du temps. J'espère, Arnor, que mes gars ne sont pas tous comme ça. Dans le sens où j'espère qu'ils vont chercher la commission, les 5 000 euros supplémentaires pour le gars, même si ça prend 5 mois de plus. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de les driver. Je pense que, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais en tout cas, moi, du côté de l'investisseur qui veut acheter sous-évalué, on est obligé de le faire comme ça. Parce que si on va demander des biens que chez toi à WeInvest, malheureusement, ça va être chaud. C'est vrai. Et c'est vrai que finalement, nous, c'est très, très difficile de pouvoir. Il y a très peu de bonnes affaires, étant donné qu'on est vraiment dans l'information énorme et la transparence. Ouais. C'est une des cas de valeur de WeInvest au niveau du client. On doit lui dire quel prix il pourrait l'avoir. Par contre, c'est arrivé que des clients doivent dire, écoutez, nous, sincèrement, on doit le vendre vite. Et donc, un marchand se positionne et qu'il arrive à avoir une bonne affaire par rapport à ça. Donc là, je te rejoins là-dessus. Mais C'est ce qu'on fait de temps en temps nous-mêmes, tout à fait. Mais donc, On sait bien que certaines personnes sont pressées de vendre. Et donc là, on arrive un peu comme des sauveurs en disant, voilà, on achète. On a déjà acheté plusieurs biens. Moi, j'achète beaucoup de biens à problème. Infractions urbanistiques, locataires qui ne payent plus, des squats. J'ai déjà acheté des immeubles qui étaient devenus des squats. Et là, c'est clair que la détresse de certains propriétaires est des fois très, très tendue. Et là, effectivement, avec les agences, on arrive à dire, OK, tu vas peut-être pouvoir vendre l'immeuble plus cher, mais nous, on fait offre sans clause. Demain, c'est vendu et on peut même déjà verser un acompte pour être certain que le propriétaire se retrouve déjà pour payer, dans certains cas, c'est arrivé, ses frais d'avocat et voire même des fois ses frais de divorce. Ouais. Mmh. Donc là, effectivement, on arrive, mais c'est une technique un peu moins cavalière parce que là, on a vraiment la pression aussi également d'aider la personne qui vend, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est trouver finalement, apporter des solutions chaque fois à des problèmes qui sont là. Maintenant, vous dites, et Arnaud, ce que tu as dit, je suis pas le plus intelligent par rapport à ça, je suis pas le plus malin. Tu trouves des solutions. Maintenant, il faut quand même se dire une chose qui est vraie, c'est que vous baignez tous les jours dedans. Comme moi, je baigne dans l'immobilier. Donc, au plus j'apprends, au plus je sais qu'il y a plein de choses que je sais pas. De manière très simple. Est-ce que ce n'est pas justement un danger pour quelqu'un qui est très actif, qui a envie de donner beaucoup d'énergie, se donner du temps et qui n'a pas forcément les bonnes connaissances, de partir dans une mauvaise direction et se planter méchamment? Parce que évidemment, l'immobilier est un vecteur qui est très intéressant pour pouvoir avoir un confort financier, mais il peut aussi faire pas mal de casse. Je donne un exemple: mal évaluer les travaux, ne pas savoir comment régler un problème urbanistique, avoir des problèmes de taxation sur un Airbnb et maintenant un contrôle qu'il pourrait avoir ou une colocation qui est mal faite, un incendie qui pourrait arriver sur lequel on n'a pas fait l'ensemble des choses nécessaires pour pouvoir avoir une résistance au feu, etc. Est-ce que ça, ce sont pas des dangers qui peuvent poser énormément de problèmes à des participants et membres qui veulent se lancer trop vite? C'est pas un danger qui vous fait peur? C'est pour ça que se sert l'accompagnement. Nous, dans Emo Academy, c'est un cursus qui est sur 4 mois. Et justement, un des premiers cours qu'on donne, c'est qu'est-ce que c'est que l'immobilier? Souvent, les gens ont l'impression que c'est simple, hein. On contacte un agent immobilier, on fait une offre, l'offre est passée, on fait un dossier bancaire. Bah oui, parce que c'est facile de faire un dossier bancaire. Et puis, pouf, on est chez le notaire et les travaux sont faits en 2 mois, c'est réglé. Nous, on met très, très rapidement des pare-feux pour expliquer que on peut vraiment assimiler ça à la gestion d'une société, surtout pour ceux qui veulent en acheter plusieurs. On n'achète pas ça comme on achète un t-shirt chez Zara. On parle souvent de gros montants. Les gens vont, dans la plupart des cas, mettre une grosse partie, si pas la totalité, de leurs fonds propres. Donc, c'est clair qu'on les accompagne au mieux pour leur donner des pare-feux, pour être certain qu'ils ne fassent pas d'erreurs. Et en tout cas, s'ils vont en faire, que ce soit réellement minimisé pour pas que ça se retourne contre eux. Mais c'est là aussi notre rôle de coach et de les accompagner dans tout ça, parce que s'ils allaient faire sans le coaching, peut-être que certains auraient soit pas passé à l'action, soit fait beaucoup plus d'erreurs et ça pourrait se retourner contre eux. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est finalement déjà
bien qu'il fasse une formation et qu'il soit conseillé par vous, mais vous pouvez pas garantir évidemment et mettre des balises. Ils sont livrés quand même à eux-mêmes dans leur achat. Je veux dire, c'est un accompagnement qui est là, Mais mais bien sûr, John, le facteur X et eux, c'est pas nous. C'est-à-dire que nous, on peut les guider et les entourer, mais le facteur X, c'est eux. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est pas nous, on va pas les prendre par la main comme des enfants. C'est pas comme ça, on est des adultes. Mais par contre, si tu veux apprendre de personnes qui ont des petits résultats qui sont un peu plus avancés que les tiens, ben oui, et que tu veux maximiser le fait que tu vas prendre moins de risques, ben oui, faut faire un programme avec Laurent, avec moi, avec les autres, ceux qui sont sur le marché. est-ce que vous acceptez Pour déjà ceux des qui sont... membres et des participants qui sont finalement des gens où vous sentez que qu'il y a peu de chances que ça réussisse? Moi, je le fais pas. Arnaud, Ça veut toi, dire quoi? Ça veut est-ce dire quoi les gens qui ont peu de chance de réussir? je donne un exemple, tu sens que le gars est vraiment très très pushy. Moi, je veux gagner rapidement 3 000 euros par mois et avoir cette indépendance financière. Pas finalement réaliste, ou bien où tu sens que les connaissances ou l'apprentissage sera limité, plus Ouais, difficile. ouais, ouais. Ah ouais, ça c'est un peu important, John. Parce que Laurent et moi, quand on travaille avec une personne, ben, la personne, c'est limite enfin, je vais pas dire un mariage, mais on est avec eux, quoi. On est C'est en ça. coaching. Donc, c'est-à-dire que si la personne, t'as pas un feeling avec elle, si t'as pas un truc, si tu sens que déjà qu'il y a de la friction à la base au niveau purement feeling et personnel, c'est pas possible de bosser avec la personne. Ça va être plus d'emmerde. Ok, tu vas encaisser un peu d'argent pour ton programme, mais ça va être plus d'emmerde. Donc, non, no way. C'est ça, ouais. Moi, voilà, je pense pas que c'est le cas d'Arnor, mais j'ai eu des échos comme quoi certains coachs prenaient peu importe qui il y avait dans leurs participants juste pour encaisser le coaching et ça. Moi, c'est quelque chose que je fais pas. Si la personne a, je sais pas moi, 10-12 000 euros de fonds propres, je vais jamais aller lui facturer un coaching parce qu'elle aura plus rien quasiment en liquidité pour acheter. Donc ça, je ne prends pas. Et ceux qui ont des idées un peu trop mégalomane, un peu trop grande, disproportionnée d'acheter 30 maisons en 2 ans alors qu'ils ont 34 000 euros de fonds propres. Ça va pas rentrer dans mes valeurs de vendre de la poudre aux yeux. Donc, dès le départ, j'écoute, c'est pas trop mon truc. Ça va pas matcher, quoi. Et pareil dans Imo Academy. Imo Academy, par contre, est beaucoup plus axé sur les primo-acquérants. Mhm. Et donc là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi que le prix est vachement plus abordable. Et là, par contre, on est plus ouvert à faire venir tout le monde parce que c'est comme à l'école, c'est une académie, hein, donc tout le monde peut rentrer dedans et la formation est très vulgarisée avec tous les documents. Donc techniquement, tu ne peux pas sortir d'Imo Academy et te planter. Si tu te plantes derrière, tu n'as pas utilisé les documents qu'on a fait par les avocats, si tu n'as pas utilisé la charte de savoir comment est-ce qu'on rédige une offre et que tu n'as pas mis la clause qu'il fallait mettre pour être certain de te protéger, alors là, effectivement, c'est qu'eux-mêmes ont rien respecté. Et là, on payait un coaching ou une formation pour rien, Ouais, quoi. c'est ça. Ok, ok, ok. Et c'est quoi aujourd'hui le minimum requis pour acheter quelque chose? Enfin, c'est quand vous acceptez un membre participant qui doit avoir et qui va faire du résultat, il doit y arriver avec quelle somme d'argent dans sa tête? Comment il doit se préparer un petit peu? C'est difficile parce que si lui n'a pas forcément l'argent, peut-être que ses parents l'ont. Donc là, c'est ce Oui, qu'on mais fait disons que dans ça apporte de n'importe quelle source. Si maintenant je suis quelqu'un, j'ai pas de. une vingtaine de milliers d'euros. Je pense qu'une personne, si vraiment elle veut, parce qu'on va toujours laisser une partie de côté pour en cas d'imprévu. Euh, Moi, j'ai une participante, Marie, qui a acheté un bien. Elle a dû apporter que 11 000 euros de fonds propres. Et pourtant, elle était à mi-temps, salariée. Donc, elle avait vraiment tous les prérequis pour ne jamais devenir propriétaire. Elle a vu une vidéo passer de moi, elle s'est un petit peu renseignée. Elle s'est dit, bon, je vais peut-être le contacter, on ne sait jamais. Elle avait très peu de fonds propres. Et finalement, donc, le projet a abouti. Mais si c'était la même personne avec 5 000 euros de fonds propres en moins, je ne l'aurais pas pris en coaching. Ok. Et probablement, son projet ne se serait jamais réalisé. Et finalement, maintenant, elle a bien acheté ses 2 appartements à Liège, parce qu'elle a finalement acheté 2 studios avec 11 000 euros de fonds propres. Donc, elle a fait vraiment une belle opération. Mais demain, on a des participants qui nous contactent, qui disent, voilà, moi, j'ai un chirurgien esthétique, il dit, voilà, j'ai 360 000 euros là que je peux placer cette année. Donc, lui, il ne parle pas en fonds propres, il dit, cette année, voilà, c'est ce que je peux allouer à mes projets personnels. Euh, ok, fine, mais ce n'est pas non plus la majorité des participants. Souvent, les participants, en tout cas pour ma part, qui me démarchent, ont entre 30 et 60 000 euros et ont entre 22 et 35 ans. Ça, c'est vraiment la tape. Par contre, il y en a qui en ont beaucoup plus en fonds propres, beaucoup moins. Et alors, aussi, j'ai des cas plus spécifiques. Un jeune de 19 ans qui a touché un héritage. Et alors, il m'a contacté il y a déjà ça quelques années, quand je vivais au Mexique, et qui m'a dit, écoute, là, je suis toujours aux études. J'ai une énorme somme d'argent qui va arriver. Je vais déjà commencer à me préparer tout doucement. Je vais voir toutes tes vidéos, tout ça. Il a signé son contrat de travail. Directement derrière, il a acheté quelque chose, Ah, quoi. ok. Bravo, Ok. Donc ça bravo. s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Arnaud, même Ouais. chose pour toi. C'était quoi la question?
Au niveau de la somme à apporter, etc., de ce qu'il y a Ah oui, oui, aujourd'hui. oui. Oui, oui, pareil. Oui, complètement d'accord avec Laurent. Complètement d'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui vous consultent encore après, longtemps après, ils ont fait un achat et est-ce que c'est déjà revenu dans la suite? Tu parlais justement de ce gars de 19 ans, à voir, ok, il a fait son premier achat, maintenant ça se repose, il faut un petit peu le temps de capitaliser un petit peu sur son achat. Est-ce que 2 ans après, 3 ans après, on vous repose des questions, on reprend des formations chez vous pour vous dire, ok, maintenant j'avais fait mon premier achat avec toi, Arnor, tiens, comment je m'en occupe pour le deuxième, troisième? Alors, moi, ma vision dans le programme que j'ai, et peut-être qu'un jour je vais lancer un autre programme, je sais pas. Mais dans ce programme-là, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est rendre autonome un maximum les personnes qui passent par la transformation du programme. Donc, moi, le but, c'est qu'ils ne viennent plus chez moi. C'est qu'ils puissent faire exactement ce qu'on leur a appris de faire. Ok. Il y a une question qu'on nous a beaucoup posée en disant, mais voilà, finalement, c'est des coachs. Après, vous avez de l'immobilier en perso. Je ne sais pas si vous l'avez en privé ou en société. On se dit souvent, Moi, j'ai en perso et sur plusieurs sociétés maintenant. Les ok, deux, ouais. ok. Il y a une question qui revient souvent en disant, ouais, mais les gars, finalement, si vous voyez, vous, les opportunités, vous voyez, c'est bien off market et qu'il y a moyen de faire ce qui est le but, pourquoi finalement vous coachez encore? Alors, moi, j'ai ma réponse évidemment donc par rapport à ça, mais j'aimerais bien que vous puissiez vous l'exprimer vis-à-vis des gens qui nous ont posé ces genres de questions. Yes. J'ai répondu à la question à un nouveau membre qui vient de nous rejoindre il y a 1 heure. Il m'a posé la question, il est en train de signer son contrat. Il me dit, mais Arnaud, en fait, pourquoi tu fais du coaching immobilier? Et je lui ai dit, écoute, Yves, il s'appelle Yves. Yves, si tu m'entends, hello. Je lui ai dit, Yves, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je génère des rentes qui sont relativement confortables pour mettre ma famille à l'abri, moi-même et mes enfants futurs. Donc j'ai 2 solutions. Solution 1, je mets un coup de douce, je vais à Bali, je me prends un petit cocktail, je fais rien de ma vie. Solution 2, mais je continue d'avancer. Solution 2, je continue de créer. Parce que la vie, comme je l'ai dit, c'est mouvement. Et moi aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Et ce que je fais aujourd'hui, et Laurent le fait aussi, on est des businessmen, on est des entrepreneurs. Et il n'y a pas de honte à dire oui, on fait du business avec nos sociétés de coaching. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Que ce soit Elodie, que ce soit les garçons du club, tout le monde, on fait du business, guys. On est des coachs immobiliers, mais on fait du business aussi. Et il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Donc si tu rentres dans mon accompagnement, c'est parce que tu enrichis ma boîte. Mais je t'aide, je t'apporte une valeur. Donc si tu vois pas la valeur, tant pis pour toi. Et finalement, le temps que tu consacres à ce coaching, parce que moi j'ai une réponse par rapport à ça aussi, puisque comme tu sais, j'ai aujourd'hui un peu plus de 250 personnes chez WeInvest que j'ai dans mes équipes. L'humain, c'est pas toujours simple. Il y a des fois où tu dois gérer des émotions de personnes, de membres, de participants, et ça. Est-ce que le temps que tu veux y consacrer, pourquoi tu ne le consacres pas plus à l'immobilier en continuant, ou est-ce qu'il y a une certaine limite que tu ne peux pas atteindre et donc finalement, ou bien c'est pour diversifier ce que tu as envie de donner aux gens? Ben en fait, je pense que ça dépend de chacun. Moi, j'ai toujours fait ce que j'aime. Si aujourd'hui j'ai plus envie de faire ce que je fais, je le fais plus et je fais autre chose. Et je sais pas, moi, je vends des bouteilles d'eau ou je vends des Macs. Tu vois, moi, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et donc, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est acheter de l'immobilier et aider des gens à investir. Donc, je fais les deux. Donc, moi, dans mon équipe, on est une quinzaine. Et donc, on a un système qui nous permet d'avoir un certain nombre de clients. Et en plus de ça, j'ai le temps pour moi-même d'investir. Et je suis très heureux comme ça. Et voilà, et pas plus que ça. Et toi, tu achètes et tu gardes tout le temps. Moi, j'achète et je garde. Et Ouais, avec les taux parfait. actuels, tu arrives à encore, même sur Bruxelles et autres, à générer du cash flow positif. Ouais. C'est vrai que sur Bruxelles, ça devient de plus en plus compliqué, on Ouais. va pas se mentir, hein. Mais oui. En tout cas, on essaye de trouver des moyens de rester rentable et de continuer de Ça. s'enrichir. Parce En tout cas, que, on ne fait pas rien. parce que des biens qui sont sous-cotés, etc. Donc, c'est trouver la bonne affaire. Mais sinon, c'est plus difficile, on est d'accord aujourd'hui par rapport à hier. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est clair. par rapport au taux. Ok, Laurent. C'est pas magique. En fait, les gens, John et Lo, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est que c'est pas magique l'immobilier. Je veux dire, c'est du travail, c'est de l'énergie, c'est du temps. C'est pas comme, tu sais, moi j'ai des potes, ils ont gagné des millions d'euros en crypto-monnaie. Mais pour moi, c'est, voilà, j'ai pas de respect pour eux. C'est Bah, cool c'est que quand vous même avez un gagné, c'est risque. pas des business. Par Arnaud, c'est contre, quand toi, même un John, risque. C'est quand même un tu risque as qu'ils ont pris. Winvest. Oui, c'est un risque, mais c'est pas un risque, John. Tu mets 10 000 euros dans un truc, dans un bot, dans un truc, pour moi, c'est bidon. Toi, ce que tu as fait, tu as mon respect parce que tu crées une vraie boîte qui apporte une vraie plus-value sur le marché. Et ce que fait Laurent, il aide des gens à investir dans l'immobilier, il change des vies. Ça, c'est une vraie valeur sur le marché, pour moi. Et basta. Je te rejoins sur ce qu'on fait tous les trois, hein. Maintenant, je pense que celui qui a investi dans la bonne pépite du Bitcoin au bon moment, il a pris ses risques aussi, et donc finalement, qu'il récupère. Je n'ai pas, en tout cas, Hmm. j'ai moins de
c'est pas de respect, comme tu dis, mais plutôt de. Tu es modeste, tu es modeste. Je suis moins impressionné par ce qu'il a fait, mais il a pris quand même son risque de quelque chose qu'on connaissait pas, nous, à ce Ouais. moment-là. Alors Non, que c'est maintenant, vrai, on c'est vrai, c'est vrai, on c'est vrai. entend parler. C'est vrai, c'est vrai. Et Et moi, pour répondre tout à l'heure, John, à ta question, donc les gens qui se posent la question pourquoi est-ce qu'ils font du coaching immobilier si finalement ils ont suffisamment avec leur investissement. Moi, j'ai attendu vraiment de pouvoir très correctement gagner ma vie avant de me lancer dans le coaching. Et surtout, je vais passer par toutes les étapes là-dedans. Et si en 2013, quand j'ai acheté mon premier bien, tu m'as posé la question, Laurent, est-ce que tu comptes un jour faire du coaching? Ben, je t'aurais répondu, bah non, impossible. Ben, déjà, donner de l'enseignement, c'est jamais quelque chose qui m'a forcément intéressé. Par contre, m'entourer de personnes qui partageaient la même vision, qui partagent les mêmes envies, les mêmes rêves. Au début, j'étais fort confronté à des amis qui en avaient marre de m'entendre parler immobilier. Ben maintenant, grâce au coaching, j'ai mine de rien rencontré des amis, des gens avec qui je voyage, des gens avec qui j'investis. Il y a un des participants qui est devenu un de mes associés dans une de mes sociétés. On construit en Belgique, on construit à l'étranger. Donc, c'était surtout ça. Et par contre, pour ma part, en tout cas, je ne suis pas Arnaud, mais les coachings représentent, par rapport à ce que je gagne autour sur mes différentes sociétés et mes loyers, c'est assez marginal. Maintenant, c'est clair que je ne vais jamais me rémunérer à être payé 15 € de l'heure, ça c'est clair. Je sais la valeur que je donne aux gens. Donc, un coaching, ça coûte de l'argent, mais mine de rien, je me suis rendu compte aussi. Donc, entre le moment où j'ai lancé le coaching et maintenant, le coaching a été multiplié quasiment par 5 en termes de prix, mais c'est que maintenant qu'on a vraiment des gens qualitatifs dans le réseau. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça aussi, Arnaud le disait, donc moi, je fais un peu des deux, parce que moi, dans 3 jours, je pars vivre à Bali. Donc, tu vois, je vais faire un tour du monde d'1 an. c'est ça que tu rigolais quand Et je vais boire des cocktails. Donc, tu vois, là, je pars dans 3 Purée, jours. tu me laisses des parts du marché, Laurent. Déconne pas. Oui, ça, c'est pas grave. Et justement, donc voilà, moi, j'ai une certaine, pas lassitude, parce que j'adore partager avec les gens. Mais effectivement, voilà, la partie coaching m'intéressait moins qu'avant. Je l'ai jamais fait pour l'argent, malgré que c'est une grosse ressources, on va dire, financières. Mais c'est clair, c'est pour ça qu'on a lancé Imo Academy, où il y a vraiment un accompagnement qui est beaucoup plus concret, qui est fait par Gauthier, qui est mon associé. Et voilà, à un moment, on a atteint certains montants financiers où le faire pour l'argent, moi, ça ne m'intéresse plus du tout depuis déjà quelques années. Par contre, je suis toujours aussi enthousiaste à créer des séminaires où les gens viennent. Un séminaire, on perd de l'argent, c'est pas rentable, un séminaire. Et derrière, alors, les gens disent, ah ben justement, ça fait 3 ans que je te connais, que je te suis. Ça, c'est un peu d'ego, hein, toujours flatteur et très enrichissant. Et derrière, dans cette masse de personnes que j'ai accompagnées, que j'ai rencontrées, j'ai rencontré des associés, j'ai rencontré des amis. Et pour la petite histoire, la personne qui partage ma vie est aussi un peu liée à tout ça par ami intermédiaire. Donc finalement, j'ai également rencontré l'amour, donc c'est pas plus mal. Donc heureusement qu'il n'y a pas que l'argent, quoi. Ouais, sympa ça. Ça, c'est sympa. Ça, c'est la belle histoire. Et donc, tu pars vivre à Bali maintenant un petit peu. Donc, justement, mais tu vas faire. Autour du monde. Je commence par Bali, puisque je construis là-bas. Donc là, j'ai un peu envie de voir l'avancée du projet. Donc c'est une grosse villa 6 chambres que je construis là-bas. Il y a encore 1 an de construction, mais voilà, là, j'ai bien commencé. Et voilà, donc oui, là, on parle de liberté financière. J'ai jamais été aussi libre maintenant. Enfin, ça fait déjà 3-4 ans, mais là, c'est vraiment avoir ce luxe à 34 ans, parce que j'ai eu 34 ans il y a 2 semaines, de pouvoir dire, je pars 1 an. Il y a une de mes sociétés dans laquelle j'ai des employés que je viens de vendre. Les 4 autres sociétés donc, se portent très bien. Je continue à investir. J'ai encore acheté des immeubles que je vais signer en février et en mars. Donc, je ne m'arrête pas pour autant d'investir. Et mon challenge cette année, ça va être de pouvoir gérer ça à distance. Et quand même, je rejoins Arnaud, ne rien foutre et boire des cocktails sur la plage. Génial. Ok, j'ai une dernière petite question avant qu'on clôture là-dessus. Moi, ici, je vous connais un petit peu tous les deux parce qu'on s'est rencontrés et je vois qui vous êtes et je vous trouve finalement, par rapport à ce billet-là, quand on discute et même comme on a un échange ici, beaucoup plus vrai et authentique. Moi, j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux, pour être tout à fait transparent. WeInvest s'est construit d'ailleurs un peu là-dessus, sur montrer les backstage et on essaie d'être le plus transparent possible. Je trouve personnellement, et c'est mon avis, j'ai 2 mecs aujourd'hui qui sont 2 coachs, 2 entrepreneurs, 2 businessmen où on se reconnaît beaucoup tous les 3, mais finalement qui sont beaucoup plus authentiques quand je leur parle comme ça que par rapport à l'image que vous pouvez dégager sur les réseaux sociaux. Je marque tout le monde confondu, un peu les coachs, où on doit montrer un côté où il y a une liberté totale financière, alors que en réalité vous travaillez. Le fait de devoir poster sur les réseaux sociaux, c'est travailler. Le fait de devoir donner des séminaires, des coachs, c'est travailler. Et donc en fait, on doit avoir un peu ce double discours de dire regardez, je suis libre. Arnaud, si je me trompe pas, tu as eu un petit pépin de santé récemment là-dessus. Et donc
pour moi, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que vous auriez autant de clients ou est-ce que c'est malheureusement une obligation de devoir un peu montrer un peu trop, allez, de ce que j'estime, parce que de ce que je vous connais, je vous trouve beaucoup plus vrai ici, authentique. Est-ce que c'est obligé de devoir montrer un peu show-off, un peu trop, pour pouvoir avoir plus de gens qui ont envie d'accrocher ça, plus de membres qui ont envie de se dire, tiens, c'est le rêve un peu de pouvoir être libre totalement, rouler avec une belle voiture, faire beaucoup de voyages. Moi, personnellement, je suis en Fiat 500 et je pense que on est trois entrepreneurs confortables. Mais voilà, quel est votre avis par rapport à ça? Je voulais avoir votre retour parce que j'aime bien les personnes que j'ai en face de moi. C'est quoi être vrai maintenant là-dessus? Euh, Ben, je pense qu'en fait, on fait mal notre job. Parce que si on n'arrive pas à faire transparaître ce qu'on te fait transparaître ici, quand on a des relations bon, ça reste visio, mais voilà, on se parle, on échange. Mhm. Mais je pense tout simplement qu'on n'est pas bon à travailler sur notre branding. Et moi, je t'avoue que moi, de mon côté, j'ai un gros plan en 2024 justement sur ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis bien conscient que ce qu'on fait transparaître au niveau de l'audience, c'est pas forcément en fait qui on est. Et quand on fait des enquêtes dans les personnes qui nous rejoignent, la chose qui revient le plus souvent, c'est pourquoi est-ce que vous nous avez rejoints? C'est parce qu'on s'attache à la personne qui vous êtes. Donc en fait, on n'est plus dans du B2C ou du B2B, mais on est plutôt dans P2P, people to people. Et je pense que les personnes qui vont chez Laurent, ils vont chez Laurent parce qu'ils aiment Laurent. Les personnes qui vont chez moi, ils viennent chez moi parce qu'ils aiment ma personnalité. Mhm. Et, et je pense que si aujourd'hui, il y a des personnes qui voient de l'extérieur ce qu'on fait et qui disent, ah, mais j'ai l'impression que c'est des arnaques, j'ai l'impression que c'est des scams, ils font des trucs un peu plus beaux que ce que la réalité est vraiment, ben en fait, c'est que nous, on fait pas bien notre travail, certainement. Et moi, personnellement, je suis en train de travailler dessus énormément pour faire de 2024 quelque chose d'encore plus vrai et concret. Donc voilà, j'espère qu'on y arrivera. Ok. Ouais, pareil pour 2024. Alors moi, j'ai toujours détesté tout ce qui était un peu putaclic, vraiment faire des posts pour faire des posts, des vidéos pour faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai jamais réellement été accompagné par des agences de com et de ça parce que j'ai toujours eu du mal à, étant donné que c'est moi qui ai mis en avant et pas un produit que je vends, c'est pas un t-shirt que je vends, mais c'est moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça et ça, je pense que ça se ressent un peu dans mes posts. Et d'ailleurs, quand je regarde mes statistiques Instagram et Facebook, ça n'a jamais été aussi pourri que maintenant qu'avant, mais parce que justement, je veux rester fidèle à moi-même. J'ai pas été posté pour poster. Alors certes, avant, ça m'amusait de dire bah, j'achète un immeuble, j'en parle sur les réseaux sociaux, mais cette année, j'ai fait, je crois, 80 opérations avec moi, mes sociétés, mon associé de ça. Je vais pas faire 80 posts où je mets un achat parce que limite, déjà, je suis conscient que je ne suis plus dans la norme. Ça depuis déjà un petit temps. Motiver les gens, j'avais peur à un moment, c'est peut-être ridicule, mais de les décourager en disant, bah, en fait, lui, il y arrive parce que lui, il achète plein de biens. Hier, j'ai repartagé une photo parce que j'ai rangé mon courrier, parce que j'aurais tout scanné pour partir à Je l'ai vu, l'étranger. Je ouais. veux plus rien en papier. Je suis retombé sur ma farde de mon premier achat. Ben, je me rappelle la petite page que j'avais déchirée dans le magazine. Et là, je me dis, ah, ok, ça peut être intéressant à partager. Mais partager que j'ai acheté un immeuble la semaine passée de 5 appartements. Alors oui, des gens vont encore me féliciter parce que j'ai une très bonne communauté. J'ai plein de gens que je rencontre dans la rue. Enfin, c'est super agréable, mais ils vont rien apprendre. Si j'ai acheté un nouvel immeuble il y a une semaine, ça va rien changer pour eux fondamentalement. Donc j'ai envie un petit peu de motiver les gens par rapport à ça. Alors par contre, 2024, moi, ça va être mon année. Donc c'est l'année que je me réserve qu'à moi-même. Donc il y aura certes du business, mais beaucoup moins. Je pense que je vais diminuer mes activités de 80%, en tout cas en termes de charge mentale et charge de travail. Mhm. Je vais pas faire du contenu pour faire du contenu. Ça m'a jamais ressemblé. Mais je te rejoins pour dire qu'effectivement, on montrait, moi je ne montre plus maintenant, mais les belles voitures, les belles montres et tout ça, moi j'ai arrêté de montrer tout ça. Mais par contre, je pense que 2024, j'aimerais partager plus les problèmes que j'ai eus en 10 ans d'investissement, les problèmes que certains participants ont eu. Mais j'ai pas non plus envie que mon feed Instagram devienne quelque chose où les gens se tirent une balle dans la tête et ne fassent jamais d'immobilier. Ok. Donc je vais essayer de trouver un entre-deux. Je ne sais pas encore comment je vais tourner ça parce que là pour l'instant j'ai pas envie, j'ai la tête tellement pris par ce voyage qui va durer 1 an que j'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de mes réseaux sociaux parce que justement pour moi ce n'est plus une activité commerciale comme ça l'a été à un certain temps. Là je vois que ça m'amuse et j'ai pas pour autant envie de lâcher mon audience parce que elle est là, elle est chouette et je sais que des gens sont réellement passés à l'action sans jamais avoir acheté une seule formation et c'est pas grave, je vis pas de ça donc c'est pas primordial en soi. Mais C'est juste donc oui, une fierté de pouvoir te dire que tu as pu aider des gens et que même s'ils n'ont c'est pas ça. suivi ton coaching, quoi, il n'y a pas que de. C'est pour ça que j'ai fait un livre. D'ailleurs, j'ai fait un livre qui était un peu avec un titre évocateur, c'est L'école ne forme pas les millionnaires. Mais quand je vois le nombre de personnes qui l'achètent, je suis assez impressionné parce que
alors je suis un petit mec d'Instagram, je suis personne, mais plein de gens étaient un peu intéressés par mon histoire et j'étais étonné que à ce point autant de monde l'achète parce que comme Arnaud le disait, les gens m'aiment bien et je trouve ça vraiment très flatteur et oui, ça c'est très encourageant pour la suite alors que si je parle en termes de business, je suis arrivé 10 fois bien au-dessus de ce que j'avais imaginé. Moi, demain, si entre guillemets, la vie s'arrête, je suis un homme heureux. Si demain, je gagne pas 1 euro de plus, je gagne les mêmes revenus, pas sur le diminue. Hein. Mais si je gagne les mêmes revenus le reste de ma vie, je suis tranquille. Je suis vraiment bien. Mais c'est pas pour autant, et Georges Arnaud, que je vais m'arrêter de faire du business. Il y a d'autres idées qui vont germer dans ma tête. Peut-être que je vais revenir, peut-être que je vais pas revenir déjà. Mais si je reviens en 2025, peut-être que je serai plus remotivé que jamais et que je vais peut-être faire le plus gros séminaire parce que j'aurai ce côté mégalo où je vais faire le truc le plus gros que tout le monde. Ou à l'inverse, dire, bah, écoute, voilà, je continue à faire mes petits trucs de mon... Je ne sais pas, je me mets aucune pression cette année, mais c'est confortable et intérieurement, c'est agréable d'en être pour ma part en arriver là, quoi. Apaisé, c'est chouette d'entendre ça. Toi, Arnaud, Ouais. un livre 2024? Non, 2024, Autre on a un chose? plan qui est déjà bien rodé. Non, Tu peux nous prendre en soin dire de un peu plus madame, avant quoi? c'est assez. Non, on a plein de choses au programme, nous, et T'as un petit truc un peu sympa à nous dire en 2024, un plan qui va être mis en place avant qu'on un plan termine? qui va être mis en place de sympa. En fait, on n'était pas présent sur les événements présentiels Oui. et on a décidé d'avoir effectivement un plan 2024 sur les événements présentiels. Donc, on sera présent dans toute la Belgique sur 5 prestations événementielles. Donc, ça, voilà, on peut dire que c'est le plan sympa, quoi. On va se Sympa. retrouver en présentiel parce que c'est vrai que nous, on était très souvent surtout digitalisés. Donc voilà, c'est la petite Les nouveauté. gens vont pouvoir directement avoir un contact visuel physique avec toi en te touchant, en disant OK, il existe, Arnaud, c'est pas une AI, Bon, quoi. me toucher, on verra. Bon, ça dépend. Hein. Ça C'était dépend qui. Ça touché dépend correctement, non qui. mais Ça dépend qui. On je veux dire, il sélectionnera. On existe, quoi. sélectionnera. Non, mais tout à fait. Ouais, vraiment, ça va être cool en tout cas. OK, bah écoutez, en tout cas, ravi de pouvoir, d'avoir pu partager ce petit moment ensemble et de pouvoir voir comment vous avez réagi. Je trouvais que vous avez finalement eu des très bonnes réponses. Je retiens beaucoup l'aspect motivationnel, le fait de pouvoir se faire bouger les gens. J'ai pas l'impression que ce que vous dites est tout à fait est à côté de la plaque ou déraisonné. Moi qui connais un petit peu l'immobilier aussi, je pense que les gens ont simplement besoin de certaines vérités et de les entendre. Je pense, et je le répète souvent, je pense que tout le monde sait comment il faut faire pour être fit. Il faut aller faire du sport et manger sainement. Par contre, on a besoin d'un coup de boost et je pense que là, vous l'apportez, ce coup de boost, pour que ces personnes se bougent et passent à l'action. Donc, bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir répondu aussi en toute transparence avec ce côté authentique. C'était une question qui venait de moi, ça. J'avais envie de pouvoir mettre cette touche personnelle parce que c'est quelque chose d'important pour moi, l'authenticité. Et vous m'avez fait plaisir à prendre du temps avec moi. Donc, merci beaucoup, les gars. Merci de nous avoir donné la parole parce que c'est vrai qu'habituellement on fait des podcasts pour autre chose, pour savoir comment réussir, comment faire ceci. Et là c'était bien parce que tu nous as un petit peu mis en avant et en posant des questions peut-être qui dérangent, donc c'est très bien. Ouais, je pense pas qu'il y avait de questions qui dérangeaient. Je pense que Non, c'était assez top. Donc ça c'était va. assez soft. Merci beaucoup.